Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission E-Com Guest. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Cécile Dubuis parmi nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Guillaume. Alors Cécile, tu es directrice de produits PrestaShop. C'est pas rien quand même de venir de Paris à Bordeaux ou à Paris? À Bordeaux et à Paris. À Bordeaux et à Paris, donc dans notre petite région d'Aix-en-Provence. Tu as vu, il fait très beau aujourd'hui. Exactement. Il pleut des cordes. C'est un plaisir. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de comment convertir avec les 7 clés de réussite qui sont des bonnes pratiques qu'on a tendance à oublier. Et en fait, c'est une petite piqûre de rappel qui va nous permettre de nous dire, voilà, n'oublions pas qu'aujourd'hui, en tant qu'e-commerçant, on est là pour vendre, qu'on n'a pas de vendeur en magasin et que le vendeur, c'est le site internet et donc il doit être performant. Exactement. Voilà. Ce sont des points très importants à voir où qu'on en soit dans le développement de sa boutique. Très bien. Alors c'est parti, on y va tout de suite. Déjà, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est primordial dès qu'on se lance dans l'e-commerce, évidemment, ou quand on a déjà une boutique qui fonctionne bien. C'est-à-dire que chaque mois, au moins, il faut redécouvrir sa boutique comme si on était un nouveau client. Donc se remettre en question, finalement. Complètement. Se dire, tiens, est-ce que le chargement de mon site est assez rapide? Est-ce que je trouve un produit rapidement? Est-ce que je suis incitée à l'achat? Est-ce que j'ai envie de revenir après l'achat? Est-ce que je suis rassurée pour acheter sur mon site? Est-ce que le design de mon site correspond à ce que j'attends en tant que visiteur? Exactement. Ou est-ce que ça correspond aussi au type de produit? Ce sont toutes les questions à se poser très régulièrement. Donc il faut sortir de soi finalement. Comme quand on va montrer le site à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses? C'est soi-même avec un œil nouveau finalement. Arriver à faire une visite... Exactement. Avoir un œil nouveau, et tu disais quelque chose de tout à fait correct, le montrer à d'autres. Ne pas hésiter à le proposer à ses proches, à ses collaborateurs, à des personnes qui ne connaissent pas le site. Tiens, si tu voulais trouver mon site, quel mot est-ce que tu taperais sur les moteurs de recherche? Comment tu réagirais devant mon site? Et voilà, faire passer des tests utilisateurs, que ce soit à des proches, à des collaborateurs, ou des personnes qui seraient susceptibles de venir, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment se remettre en question. Constamment. Alors à un moment donné, j'avais entendu parler d'une société, je crois que ça faisait de l'eye tracking en fait, et on avait la possibilité d'envoyer des webcams chez les clients en fait, pour leur faire parcourir le site et pour voir après leurs émotions face à la caméra par rapport à certaines pages et compagnie. Ne serait-ce que se poser les bonnes questions, c'est souvent important et on oublie de le faire. Exactement, on a besoin de se poser ces bonnes questions. Alors cet outil-là est très, très poussé, il en existe des plus accessibles, mais effectivement, utiliser tout ce qui existe pour analyser son site, pour voir là où vont les gens, ce qu'ils vont rechercher et leur comportement, leur réaction face à votre site. Très bien. Donc premièrement, le temps de chargement de la page, c'est important. Exactement, la vitesse à laquelle votre site va s'afficher. D'accord. On va dépenser, chaque e-commerçant va dépenser beaucoup, que ce soit en temps homme, en énergie, en argent, pour acquérir du trafic. Si le site met plus de 3 à 5 secondes à s'afficher, on va perdre 6 personnes sur 10. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et voilà, il faut juste reporter ça par rapport à la somme d'argent et de travail investi. C'est incroyable de se dire que seules 4 personnes vont découvrir le site sur 10 visiteurs qu'on aura acquis. Ok, donc la recommandation, c'est 0,1 seconde. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est difficile à atteindre. Il y a pas mal d'astuces pour pouvoir essayer de l'atteindre. Notamment pouvoir mettre ces pages en cache, surtout réduire le poids de ces images. Tout à fait. Plutôt JPEG que PNG par exemple, il y a des petites astuces comme ça. Tout à fait. Et puis ne pas hésiter également à faire appel à un expert, à une agence, un freelance ou autre, qui va pouvoir revoir aussi la configuration du serveur par rapport aux besoins sur la boutique. Tout à fait. C'est très important d'adapter tout ça. Alors, il existe des outils, bien sûr, pour mesurer ça, ne serait-ce que Google PageSpeed Insight. Ouais. Voilà. Vraiment, il faut aller regarder tout ça. Ça vaut le coup de s'y intéresser pour avoir un maximum de visiteurs qui puissent découvrir le site. Tout à fait. Après, PageSpeed Insight, il donne beaucoup d'informations aussi sur le CSS, le JavaScript à compresser, comme tu disais, effectivement, les images qui sont super lourdes. Surtout aujourd'hui, on a remarqué que quand on a un méga menu, des fois, on a des images qui sont cachées et qui apparaissent qu'au passage de la souris. Et Google nous recommande de charger ces images après, de telle façon à ce que le contenu visible apparaisse immédiatement.
Après, pour le cache, il y a Varnish. Donc, par exemple, c'est un cache qui marche bien, il y a du Redis, donc il y a vraiment plein d'optimisations. Et même, au final, on se rend compte qu'il y a des optimisations qui sont faites qui permettent de réduire, par exemple, le CPC, un AdWords. Par exemple, quand Google envoie l'internaute sur une page qui est lente, mais il va plus favoriser votre concurrent parce qu'il a une page rapide, même si l'enchère est moins chère. Donc, en fait, c'est vraiment important, l'expérience utilisateur, c'est super important, quoi. Exactement, c'est le point numéro 1. C'est primordial de s'intéresser à ça parce que ça va vraiment garantir davantage de conversions pour la suite. Tout à fait. Et ça sert également pour le SEO. Tout à fait. C'est pas négligeable. Ah oui, c'est pas négligeable du tout. Alors, la clarté et l'efficacité. Au niveau de la clarté, il est important que le site corresponde au niveau du design à ce qu'on attend. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un site de produits bio, on va plutôt le faire dans les ocres, les couleurs pastel, peut-être vert. On va éviter le rouge. Il y a des codes très classiques à respecter, mais également sur les visuels. Peut-être faire une phrase de présentation si l'offre n'est pas très claire. Mais en tout cas, vraiment créer un univers qui soit reconnaissable et identifiable très rapidement. On sait qu'on est sur une rubrique d'art, de mode, d'alimentaire, etc. Donc clarté et efficacité. Et efficacité, ça va être également sur le mobile, par exemple. On ne peut évidemment pas être coupé. C'est un atout majeur pour tout site. Avoir un site qui soit vraiment responsive au niveau de toutes ses pages et ne serait-ce que des petites astuces sur des formulaires. Si on a un champ de numéro de téléphone, que sur mobile, ça déclenche bien le clavier numérique. Et non l'autre. On en parlait tout à l'heure aussi, le fameux guide de taille qu'on a souvent pour les chaussures et les pointures qui est bloqué dans une pop-up, on n'arrive pas à se débarrasser, il n'est pas dynamique. Exactement. Ça, c'est compliqué. Clarté et efficacité, c'est des choses qui sont vraiment importantes sur les sites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noms pour le design. On parle de responsive design, on parle de material design maintenant beaucoup, oui. On parle de atomic design maintenant avec de nouvelles façons de travailler, mais après ça devient compliqué. Là aussi, Google annonce qui va vraiment favoriser les progressive web apps. Donc en fait, les sites internet devraient devenir des applications dans le navigateur. Alors là, c'est une révolution pour l'internet. On pourrait imaginer surfer aujourd'hui sur des sites e-commerce sans être connecté à internet, parce que le site a été chargé. Donc on arrive vraiment encore dans une révolution, mais finalement, cette révolution, ça nous fait nous poser des questions, alors qu'on oublie le fondement de tout, c'est la clarté et l'efficacité. Il faut que ce soit simple. C'est tout à fait ça. Voilà. Troisième point, on a vu la navigation rapide et efficace, le menu. Le menu, là, il faut éviter de mettre trop de catégories. On a envie de montrer toute l'offre qu'on a. Alors ça, on va mieux la catégoriser et la mettre peut-être en sous-catégorie ou faire des rubriques dédiées à d'autres endroits. Mais éviter d'avoir plus de 7 catégories dans le menu. Le menu, il faut qu'il soit accessible de partout. L'idéal, c'est d'avoir un menu avec recherche sticky, c'est-à-dire toujours accessible, quel que soit le scroll de la page, évidemment. Pour la recherche, ça vaut le coup de prendre du temps à la configurer, avec notamment les synonymes, les fautes d'orthographe, et se poser la question, et demander également, là encore, à des amis, à des utilisateurs, quel terme ils taperaient pour trouver tel ou tel produit. Tout à fait. C'est vraiment important parce que la recherche permet de transformer au moins 3 fois plus que la navigation par classique, par catégorie, par menu, etc. Et oui, quand il y a beaucoup de produits, on s'attend à avoir une recherche rapide. Tout à fait. Alors ce qui est intéressant de faire aussi dans les sites e-commerce, c'est de regarder les requêtes qui ont été tapées, et ensuite d'identifier ces mots-clés et de créer des landing pages dédiées. C'est ce qu'ils ont fait la Redoute. Il y a 1 an et demi, 2 ans, ils ont récupéré 30% de trafic en SEO en plus parce qu'ils ont pris les requêtes les plus tapées par les internautes et plutôt que d'afficher une page de résultats simple, ils ont fait une landing page dédiée avec une vidéo, avec une présentation et du coup cette page a été référencée naturellement après et du coup quand on va taper mettons chaussures homme cuir, on a une page dédiée avec différentes catégories et donc du coup ça donne du merchandising aussi, c'est super intéressant. La recherche c'est vraiment très important aujourd'hui. C'est capital. Effectivement, l'analyse des mots-clés, c'est passionnant. Ça nous permet aussi de savoir ce que tapent les utilisateurs, mais aussi les taux de rebond, c'est-à-dire que s'il y a une recherche qui est récurrente et qui a un fort taux de rebond, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire rentrer ce produit à notre catalogue, tout à fait, s'il n'existait pas? Ah oui, c'est très bien. Et voilà, il y a plein de choses à découvrir de la recherche. En analysant la marketplace dont je m'occupe, c'est vrai que c'est un secteur qui est très très important et également quand on vend à l'international, c'est très facile de vendre dans les pays frontaliers. Du coup, ne pas hésiter à voir aussi si on vend par exemple en Espagne, en Italie ou ne serait-ce qu'en Belgique, Suisse, où il va y avoir des mots tapés en français. Est-ce qu'il va y avoir des différences de termes
selon les pays. Tout à fait. Et là, c'est très important. Alors, il y a un truc en ce moment, c'est le sujet d'actualité dans le SEO, c'est la recherche vocale. Aujourd'hui, on a Google Home, on a Siri avec la HomePod, on a Alexa, l'enceinte d'Amazon. Enfin, moi, je les ai toutes. Et on pose des questions. Par exemple, alors je vais dire, dis Google, par exemple, j'en ai pas dans le bureau, trouve-moi le restaurant le plus proche, ou dis Google, trouve-moi la meilleure enceinte. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'en créant des foires aux questions, accessibles par la recherche, en fait, on va pouvoir mieux référencer son site. Et ça aussi, c'est important de le prendre en compte dans la recherche. Parce que finalement, la landing page, c'est pas la page d'accueil, la page la plus importante. L'accueil, c'est pas important aujourd'hui sur un site. Il est beau, l'accueil est sympathique, il donne envie, il donne confiance, mais la landing page, c'est la page sur laquelle on va atterrir. Et on va atterrir soit sur une catégorie, mais en général, on atterrit sur une fiche produit. Donc c'est important que la fiche produit soit bien faite et qu'elle soit traitée pareil que les autres fiches du site. Il faut que ce soit vraiment pertinent avec toujours la recherche, le sticky. Donc ça, ce que tu dis, c'est vraiment les bonnes pratiques. C'est super important de se poser ces questions. Est-ce qu'on a tout ça? Exactement. Et même sur les résultats de recherche, s'il n'y a aucun résultat de recherche à afficher, ne pas s'arrêter là, proposer soit des produits qui pourraient correspondre également à cette recherche, ou alors proposer peut-être les best-sellers ou les produits en promo en ce moment, mais ne pas arrêter la navigation de l'utilisateur à ce moment-là. Tout à fait. Alors l'expérience guidée, très important. Très important de toujours montrer là où on doit cliquer et en ne se posant aucune question. À partir du moment où il va y avoir une hésitation, un quart de seconde d'hésitation chez l'utilisateur, sur quel bouton je dois cliquer, là, on va perdre, c'est un risque de perdre un utilisateur. Ce qui est très important sur tous les sites, c'est de bien guider vers la finalisation d'achat. Tout ce qui va causer une toute petite hésitation à l'utilisateur va être un risque de perdre cet utilisateur. Donc, on va vraiment mettre les boutons d'action qui mènent au panier d'une seule et même couleur, qui soit toujours identifiable. On sait où cliquer sans se poser aucune question. En revanche, attention à ne pas mettre les autres boutons d'action de cette même couleur. On le voit clairement ici sur le guide détail, tout à fait. Exactement. Là, à ce niveau-là, tout de suite, il y a une hésitation et dans ce cas, je suis obligée de lire le texte. Or, quand on navigue, on ne lit pas. C'est très important, c'est un comportement à savoir. On ne va pas passer du temps à lire le contenu écrit sur un bouton, sur une description, etc. C'est très utile. Attention quand même à bien toujours le mettre, mais c'est quelque chose qui n'est pas lu. Donc il faut aller sur les réflexes de la personne. Tout à fait. Alors on a fait un tuto là-dessus il n'y a pas très longtemps, et c'était un tuto bête en fait, où on disait que les boutons doivent ressembler à des boutons. Parce que souvent, on arrive dans une création graphique complexe et un bouton ressemble plus à un bouton, on n'arrive même plus à l'identifier. Donc le bouton doit ressembler à un bouton et le call to action doit effectivement guider les gens vers cette action. Après, tu le disais aussi, souvent on a des thèmes qu'on achète, des templates. On économise du coup une création de design personnalisée qui peut coûter cher parce que ça coûte cher de développer sur mesure. Mais au final, des fois, c'est pas forcément bien fait. Et une simple optimisation, comme tu dis, et c'est le secret de la réussite. C'est tout à fait ça. Faire bien attention à ce détail-là qui peut coûter très cher. Tout à fait. Les visuels qualitatifs. Les visuels qualitatifs, c'est indispensable. Quand on navigue sur Internet, on a un seul sens qui est disponible et qui doit remplacer tous les autres. La vue remplace le toucher, l'odorat, le goût. C'est difficile sur Internet, parce qu'il n'y a pas tout ça. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de proposer des visuels hautement qualitatifs. Surtout, désormais, c'est à la disposition de tout le monde de pouvoir obtenir un mini studio photo. C'est à partir de 30 €. Les smartphones font des photos extrêmement qualitatives. Donc, on peut réaliser ces photos soi-même si on n'a pas forcément un studio photo. Là, on le voit très bien. Par exemple, pour les tennis qui sont proposés ici, on a besoin de voir que la partie du début est en daim, que la deuxième a un effet brillant. Donc on doit comprendre la matière rien qu'en regardant. Pour tout ce qui va être davantage culinaire, comme on le voit en France, il faut donner l'envie qu'on puisse, quand on fait une photo de plat, alors là par contre, on va éviter dans un petit studio photo, plutôt faire appel à un professionnel, mais donner la même émotion, de susciter de l'émotion avec ce plat, que ce soit au niveau papilles, au niveau des odeurs, on doit donner envie et avoir les parfums de l'image. Les imaginer, tout à fait. Exactement. Après aussi, il y a le produit porté, très important. Le produit en situation, c'est capital parce qu'il permet un taux de clic de plus de 40% par rapport à un visuel simple, nu.
que ce soit pour des habits, pour des bracelets ou autres. Si, à partir du moment où sur la page catégorie, on va voir un produit en situation, il va être plus cliqué. Et ensuite, également sur la page produit, davantage acheté. D'accord. Donc c'est super important de s'imaginer avec le produit. Exactement. On ne peut pas le toucher. À partir du moment où on peut se projeter avec ce produit. Ça existe aujourd'hui une solution qui permettrait d'imaginer le produit sur soi? Il y a eu des solutions avec webcam. D'accord. Alors là, on est plus sur de la lunetterie. D'accord. Ah oui, d'accord. Qui aidait beaucoup. Il y a aussi des cabines virtuelles avec webcam. Ouais, j'en ai vu C'est ça. pas encore très popularisé. Je pense, il y a peut-être encore des optimisations à faire. Mais en tout cas, c'est un point très très important. Pourquoi pas essayer en tout cas. J'en ai vu une sur le salon e-commerce à Paris l'année dernière. D'ailleurs, venez au salon e-commerce, c'est très bientôt, début septembre, là, on y sera aussi. Exactement, 10-11-12 à Paris. C'est ça, tu y es aussi? Bien sûr. J'y serai aussi. La réassurance, adaptée à chaque étape. Chaque étape, la réassurance. Chaque étape, que ce soit qu'on arrive sur la home page, qu'on soit sur une page produit ou ensuite sur le tunnel d'achat, il est indispensable de pouvoir être rassuré. On est là sur un site e-commerce. Alors, de nombreux internautes sont alertés des arnaques ou autres qu'on peut trouver en ligne. Il est indispensable de montrer un numéro de téléphone, voire une adresse. De proposer, comme on peut le voir ici sur un footer, ou on peut également le mettre dès le header. On peut également mettre en avant les services proposés, le paiement en plusieurs fois, les retours gratuits, etc. Très important, les moyens de paiement et de livraison qui doivent être adaptés au pays. Là, ça permet vraiment de bien convertir. C'est-à-dire que si vous vendez en France, vous allez savoir que on va proposer par exemple des cartes bancaires classiques et PayPal. Ça va être les deux moyens privilégiés. Si on va en Espagne ou en Allemagne, on va également ajouter le paiement à la livraison. Ça se fait beaucoup là-bas. Ça se fait beaucoup, c'est populaire. Mais pour ça, il faut vraiment voir, vraiment s'intéresser à tout ce qui est populaire dans le pays. Donc que ce soit pour la livraison comme le paiement, on va adapter les moyens qu'on propose à chaque pays. Sur la réassurance, on va également pouvoir proposer, par exemple, il y a une grande tendance, le Made in France, pour rassurer sur la provenance des pays. C'est important de le signaler, de le mettre en avant. Là, on a un exemple super intéressant sur le site français qui sur le récapitulatif de panier, propose la livraison offerte, les retours gratuits et le numéro de téléphone. On a encore ici sous le bouton d'action la note des clients sur la boutique au global, donc pas sur le produit, mais sur la boutique, et la réassurance au niveau du paiement. D'accord. Là, c'est vraiment... Voilà, on est d'accord, on est pas mal. On est en confiance là pour acheter. Après, on parlait aussi tout à l'heure de la messagerie instantanée. Alors, sur une page produit, au niveau de la réassurance, on ne va pas être sur les mêmes codes. On va être plus sur de l'humain. Donc, on va avoir une messagerie instantanée, si on peut, pour pouvoir rassurer, pour pouvoir faire appel à un vendeur comme on le ferait en boutique, mais également sur les avis clients. Ça, c'est indispensable également pour pouvoir pour transformer davantage sur ces produits, proposer des avis clients, pouvoir lire les avis, même s'ils sont mauvais, on les affiche et on y répond. On les modère. On prend le temps alors on les modère, mais ou sinon on y répond. Et apporter une réponse, c'est très rassurant aussi de montrer que voilà, le produit vous a bien été remboursé, nous sommes désolés de ceci, nous avons envoyé un autre à votre taille, j'en sais rien. Mais ça vaut vraiment le coup de prendre un peu de temps pour tout ça. C'est pour ça aussi qu'on parle du coup de la rassurance adaptée à chaque étape, parce qu'on ne va pas, au moment où il va acheter, appuyer sur le bouton, payer, lui lancer un chat qui pourrait lui faire se poser la question de n'importe quoi. Donc c'est au bon endroit, au bon moment finalement. Exactement. Mais l'humain dans la réassurance est très important aussi. En plus de la sécurité, de proposer des choses populaires et rassurantes, un numéro de téléphone, etc. Toute la partie humaine sur les notes, même dans le cross-selling, dans le phrasé qu'on va pouvoir utiliser dans le cross-selling, pouvoir dire les personnes qui ont acheté ce produit ont également commandé ou aimé ceci ou cela. Ça montre que des utilisateurs ont déjà acheté sur ce site et soit ont acheté plusieurs produits, soit sont revenus sur le site. Tout à fait.
Donc là aussi, ça va être un gros moyen de réassurance. Il faut bien le gérer parce nous, on avait des sites e-commerce où vous achetez une paire de chaussures et ils ont également acheté une climatisation. Ça, c'est automatique et c'est mal fait. Donc, il faut vraiment que l'internaute sente qu'il y a de la qualité aussi dans ce qui est proposé par le site et pas que ce soit n'importe quoi. Que ce soit cohérent, tout à fait. L'incitation à l'achat. C'est quand même le but de tout site e-commerce. Tout à fait. Alors, comme on le voyait juste avant, sur le paiement, la livraison, on va proposer des paiements, des moyens de livraison populaires qui nous rassurent, dont on a entendu parler. En France, on va avoir les Colissimo et autres, par exemple. En Espagne, on va plus se tourner vers du Correos. Et adapter autant pour le paiement que pour la livraison les moyens qui vont rassurer les utilisateurs. Pour la livraison, il y a une petite astuce également, c'est de proposer des moyens de livraison à bas coût, voire gratuits, par exemple en point relais, pour les plus économes, mais aussi pouvoir séduire les clients les plus pressés avec un moyen de livraison express, rapide, certes avec des coûts, mais voilà, comme ça, on peut séduire ces deux types de clients. Oui, il y a tout type de clients. Ça m'arrive de payer cher une livraison parce qu'il me le faut rapidement, ou de préférer un point relais parce que je sais qu'en passant chez moi, je vais le récupérer. Et c'est simple. Sur la création de comptes également, on n'aime pas recréer à chaque fois un nouveau compte, se souvenir d'un mot de passe ou réutiliser encore le même, bien que qu'il ne faut évidemment pas le faire. C'est ça. Mais voilà, recréer entièrement un compte, c'est long, ce sont des clics, c'est du temps, donc c'est pas apprécié et ça peut être une des raisons pour lesquelles un utilisateur va plutôt aller acheter sur une marketplace que sur un site e-commerce. Tu parles pour moi là? Je parle pour de nombreux utilisateurs. Et du coup, à ce moment-là, on a plein de solutions qu'on voit sur de très nombreux sites, notamment alors il y a le compte invité, mais surtout le Social Connect. Tout le monde a un compte Google, Facebook, exactement, Amazon. PayPal ou autre. Comme ça, on crée en un clic. Et derrière, la question de la création de compte ne se pose plus. Et du coup, on gagne une étape sur le tunnel d'achat. Tout à fait. Personnellement, ça m'arrive d'abandonner un achat parce qu'il faut créer un compte. Oui. Je vais sur Amazon et j'achète plus cher. Alors que s'il y avait eu un Social Connect... C'est ça, exactement. J'appuyais et puis qu'avec mon adresse, et l'affaire est réglée. C'est vrai que c'est important. Au niveau des promotions, il est important qu'elles soient très courtes. Faire une promotion d'un mois... bon, alors les gens vont venir, c'est comme tous les e-commerçants qui regardent le savent, pour les soldes, on vend beaucoup au début. Voilà, sur le premier jour, on va faire... exactement, c'est la folie, c'est bien résumé. Et après, la deuxième démarque, refolie, dernier jour éventuellement. Sinon, sur le reste, c'est beaucoup trop long. En revanche, quand est-ce que ça transforme très bien maintenant? Par exemple, le Black Friday. C'est une journée, voire une semaine avec des offres différentes. Mais en une journée, tout a changé. En Chine, ça va être le Single Day. Voilà, on va être sur des offres extrêmement courtes, du coup qui donnent un sentiment d'urgence à l'utilisateur et voilà, qui ne va... il aurait pu avoir une hésitation à un autre moment. Là, il sait qu'il n'a pas le temps de réfléchir. C'est ça, il faut y aller. Il va y aller. Parce que quand c'est long, finalement, on pourrait même perdre des ventes à cause de ça. Moi, je viens sur le site, il est en solde, mais il est en solde pendant un mois. Je ne suis pas pressé, je vais aller regarder ailleurs, je vais prendre mon temps, c'est ce que tu dis. Et au final, je ne serai peut-être même pas. Parce que dans un mois, je n'aurai peut-être plus l'envie ou le besoin du produit. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a aussi, au niveau du rappel de panier, on va avoir plusieurs choses. Évidemment, le classique mail de panier abandonné. Faites-le pour ceux qui ne le font pas. Ça vaut vraiment le coup, même si les mails sont une tendance un peu à la baisse, parce que tout le monde est tellement spammé, oui, on ne les ouvre plus. En revanche, il y a quelque chose qui a vu le jour, ça va être ce qu'on appelle les push notifications, qu'on voit de plus en plus sur les sites. Il suffit d'autoriser le navigateur à nous donner des notifications. Et directement sur son téléphone ou sur son ordinateur, on va avoir un jour, tiens, en ce moment, il y a moins 50% sur telle boutique jusqu'à ce soir. Et voilà, il suffit d'un clic et on est sur la bonne promo au bon moment, sans avoir attendu que la personne relise tous ses mails, clique ou non. Tout à fait. Et sans se soucier des spams. Alors, il vaut mieux le faire sur les sites pour lesquels on présente de l'intérêt actuellement,
Parce que si ma sœur le fait systématiquement, et quand on va avec elle au restaurant, elle ne passe pas 2 minutes sans qu'il y ait une offre spéciale quelque part. Hein. Donc il faut choisir en fait, parce qu'après ces notifications, on peut les gérer. On peut se désabonner d'une notification aussi. Exactement. Donc il faut vraiment s'abonner au bon site, à la bonne notification pour la recevoir quand elle arrive et être prioritaire finalement. Tout à fait. Alors on va du coup, côté e-commerçant, on va cibler moins de personnes. Ça va être davantage ciblé pour le coup. Ça va être beaucoup moins, le fichier d'inscrits aux notifications va être vraiment moindre par rapport à celui des newsletters. Mais c'est précis. C'est précis, c'est vraiment ciblé. Et derrière, la transformation est excellente. Tout à fait. Alors, même le coût technique de la réalisation, il n'y en a pas. Finalement, c'est un message. Il n'y a pas d'email, il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de test de livrabilité. C'est simple. En une phrase, c'est ça. En une phrase, tout est dit. Une phrase, une image. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les mesures systématiques, la mesure. Alors, tout ce qu'on peut faire en e-commerce ou même sur un site enseigne, l'important, c'est de tout mesurer. On ne fait pas des choses parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles nous plaisent, on les fait parce qu'elles sont efficaces. Tout à fait. Donc, tout doit toujours être data-driven. Alors, le terme n'est jamais très agréable, mais en tout cas, on a tellement de moyens maintenant avec notre analytics, avec des cartes jar pour voir là où les utilisateurs vont cliquer. On peut voir aussi pour chaque parcours les hésitations au niveau du curseur. Tout à fait. Du coup, entrer un petit peu dans la tête de l'utilisateur pour comprendre les questions qu'il peut se poser. C'est vraiment important de tout mesurer. Si on change une couleur, est-ce que ça transforme mieux? On va peut-être faire un A/B test avant de le mettre en place. Et évidemment, c'est la solution qui rapportera le plus qui sera choisie. Si les deux tests sont équivalents, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt, autant tester autre chose. Mais ça vaut vraiment le coup de là aussi analyser les mots-clés, comme on le disait tout à l'heure, pour essayer des différentes choses et les mesurer. Alors, Hotjar et compagnie, Mouseflow, il y en a d'autres, c'est vraiment impressionnant la conversion qu'on a derrière. Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui cliquent sur des endroits où il n'y a pas de bouton, il ne se passe rien et ils cliquent. Donc en fait, ça permet de mieux comprendre le site et on en revient à ce qu'on disait au début, de se poser les questions soi-même. Mais là, on voit les gens se poser des questions. Moi, je suis vraiment impressionné quand c'est sorti, ça, je me suis régalé parce qu'on voit vraiment la souris bouger, on les voit surfer. On voit les zones de chaleur, c'est vraiment quoi de mieux comme analyse que le vrai internaute, le vrai client qui vient acheter un produit. Exactement, et cet outil est à la portée de tous, donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, de regarder ça, et comme tu le disais, voilà, où est-ce qu'ils vont se poser? Mince, tel endroit je ne l'ai pas rendu cliquable, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le rendre cliquable, de faire atterrir sur une autre page, et du coup de repenser son site avec des questions que là, on ne s'était pas posées soi-même. On avait un client qui avait des petites icônes de rassurance, c'était simplement des icônes, mais il y avait juste l'icône. Et en mettant Hotjar, on s'est rendu compte que les gens ils passaient la souris dessus, ça veut dire qu'ils s'attendent à avoir un petit message. Ouais. Et en fait, il y avait une fleur, enfin une espèce de feuille verte, ça veut dire que le produit était bio ou écologique. Il y avait une petite maison, ça veut dire qu'il respectait l'environnement de la maison. Pas beaucoup de... Et en fait, au final, ils ont optimisé ça et ils ont eu un meilleur taux de conversion. C'est pas beaucoup, c'est peut-être 3% de plus sur les 2-3% de taux de conversion globale, mais au final, sur 100 transactions par jour et sur 3000 ou 10 000 ou 100 000 à l'année, ça fait de la rentabilité. Parce qu'au final, les e-commerçants, ils vendent tous les mêmes produits. Ouais. Ils ont les mêmes fournisseurs, les mêmes produits, les mêmes canaux. Donc il faut se différencier en ayant une meilleure conversion. Le coût d'acquisition, tu le disais, il est cher. Donc il faut vraiment que quand ça convertisse, le maximum, il faut que ce soit vraiment précis. C'est précieux tout ça, la donnée, les informations, ça a de la vraie valeur. Tout à fait. Pour résumer. En résumé, toutes les actions qu'on va mettre en place, on va les mesurer, comme tu le disais à l'instant. C'est indispensable. C'est parce qu'on convertit mieux qu'on va choisir cette solution. C'est parce que telle autre action va réduire le taux de rebond qu'on va la mettre en place. C'est pas parce qu'elles nous plaisent, c'est parce qu'elles sont mesurées et qu'elles ont prouvé leur efficacité. Et bien sûr, connaître sa cible et du coup analyser les recherches, faire des tests utilisateurs. Ça vaut vraiment le coup. Il existe des solutions là aussi ou des Hotjar pour tout ça. Il faut comprendre ces utilisateurs, comprendre pourquoi ils viennent, comprendre ce qu'ils recherchent sur le site, pourquoi ils partent. Comment ils vont naviguer, etc. Ce sont des questions vraiment indispensables à se poser et la connaissance totale ou quasi totale de ces utilisateurs va permettre de constamment optimiser son site. Et enfin, il faut oser des choses. C'est pas parce que certains gros sites ont mis en place ceci ou cela sur leur boutique que ça va forcément fonctionner chez soi. Mais pour le coup, ça vaut le coup d'oser
et de mesurer pour voir si on le met en place. On va passer à la série de questions. Oui. On a une question de Samuel, du coup, qui nous pose une question, qui souhaite lancer dans l'e-commerce, sous PrestaShop, justement, c'est la solution que tu représentes. Et il nous demandait, est-ce qu'avec la RGPD et ces nouvelles lois qui arrivent de plus en plus, est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer? Et comment se mettre en phase avec ça rapidement, sans avoir de service juridique particulier Alors, au niveau de PrestaShop, le logiciel est entièrement compatible avec le RGPD et avec l'article 88. Donc là, il peut se lancer sans souci par rapport à ça. Évidemment, il a quand même ses CGV à mettre à jour au moment du lancement et à personnaliser à sa boutique. En revanche, pour le reste, bien sûr que ça vaut le coup de se lancer dans l'e-commerce. L'idéal, c'est, je pense, proposer un vrai ton à sa boutique. C'est-à-dire que sinon, c'est très facile de se mettre uniquement sur les marketplaces, si on veut vendre les mêmes produits que d'autres. En revanche, si on veut créer une vraie enseigne, créer une marque autour de ces produits, là, ça vaut vraiment le coup de s'identifier en tant que boutique et de s'amuser. Plus on va prendre de plaisir à ce qu'on va réaliser sur sa boutique, plus les clients vont le ressentir. Et c'est ça qui va faire la force d'une enseigne. Petite question de Margot également. Margot, elle a déjà une boutique en ligne, elle aimerait se lancer sur les marketplaces. Alors on avait vu avec WisaPlace qui était venu les marketplaces, comment se mettre en place. Mais finalement, ton avis à toi par rapport aux marketplaces, le fait de faire des ventes mais que le client ne nous appartienne pas, est-ce que c'est bien, ça permet de générer du cash pour faire de l'investissement personnel dans son site? C'est quoi ton ressenti? Les marketplaces sont évidemment extrêmement importantes, donc on peut tout à fait vendre sur les marketplaces et voir le rendu. Après, il y a quand même un coût quand on vend sur les marketplaces. On en parle rarement, mais il y a un abonnement plus un coût sur les produits. Mais on voit par exemple des sites qui ont pu exploser leur chiffre d'affaires en vendant sur des marketplaces sans faire d'efforts sur leur site. Alors, c'était pour des jeux vidéo. La personne a fait traduire uniquement ses fiches produits sur les marketplaces et a pu vendre à l'international en allant sur les Amazon de tous les pays. Voilà, c'est une stratégie qui peut être intéressante. Maintenant, vraiment pour les marketplaces, à ce moment-là, c'est le produit qui va être connu et non l'enseigne. Tout à fait. Si on veut faire connaître son enseigne, là, évidemment, ça va plus être au niveau du SEO ou de Google Shopping qu'on va faire connaître, sa boîte, parce que le trafic va venir sur le site. Il peut y avoir des problèmes aussi avec les marketplaces, le fait qu'on donne le catalogue. Finalement, si la fiche produit n'existe pas, ils vont créer la fiche produit avec le contenu que vous avez créé, et du coup, ils vont s'attirer le référencement naturel pour eux. Voilà aussi. Exactement, ou des produits propres qui peuvent être derrière achetés par Amazon. Tout à fait. Qu'ils en profitent en direct. Exactement. Donc c'est bien de s'en servir, mais il faut mesurer le risque, qui peut ne pas être un risque. Nous aussi, on connaît des e-commerçants. On a lancé des fois des sites sans front office, juste un back office, et que de la marketplace derrière, et ça fait du cash flow, ils ont pu réinvestir, et finalement aujourd'hui ils ont créé leur propre marque, ils sont contents, parce que c'est très concurrentiel aussi après les marketplaces. Tout à fait. Après, il y a autre chose qu'on voit actuellement comme grosse tendance, c'est évidemment Facebook. On lance là un buy button. Donc c'est la possibilité d'afficher un bouton d'achat, que ce soit sur sa chaîne YouTube pour les influenceurs ou son blog, sur Facebook, pour amener directement sur le panier avec le produit vu sur la publicité. Sur la boutique en ligne. Directement. C'est la folie. Donc là, on n'a plus besoin de travailler sa boutique uniquement son tunnel d'achat. D'accord. Merci Cécile pour ces informations et cette expertise que tu nous apportes. C'est un plaisir. Alors tu représentes PrestaShop, petite boîte française qui a bien évolué depuis et qui est aujourd'hui devenue un des leaders du secteur e-commerce en France, même le leader français je crois il me semble. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ça nous intéresse? Alors PrestaShop, c'était effectivement la petite pépite créée en 2007 par Bruno Lévesque. C'était un projet de fin d'études à la base. Quelle école? Epitech. Epitech. Et puis, 11 ans plus tard, c'est toujours l'éditeur de logiciels e-commerce open source qui avait été créé, qui compte maintenant plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde, avec 270 000 boutiques en ligne. En fait, la mission de PrestaShop, c'est de permettre à quiconque, où qu'il soit, de réussir son projet e-commerce. Donc, ça va être, par exemple, dans tous les pays, avoir les bons outils pour pouvoir vendre en ligne, avec les bonnes marketplaces locales, les bons moyens de paiement. Donc là, on a tout un réseau de partenaires et puis de contributeurs sur le site qui permettent à quiconque de se lancer et de réussir son projet
e-commerce. D'accord. Tu m'en parlais tout à l'heure, il y a justement une vraie communauté, on sent vraiment un bien-être autour de cette marque, en fait, de ce produit, les gens y sont attachés. Et tu me disais que c'est étonnant, il y a un contributeur qui va développer le soir une fonctionnalité et l'apporter dans la communauté gratuitement, gracieusement, parce qu'il était content de la développer et il est remercié pour ça. Et c'est vraiment une vraie force qu'on sent vraiment dans PrestaShop. C'est exactement ça, c'est la magie de l'open source, de se dire que tous les jours, des personnes contribuent sans cesse au logiciel pour l'optimiser et le rendre en parfaite adéquation avec les besoins actuels de tous les e-commerçants. Les besoins évoluent sans cesse, avec les nouveautés dont on parlait, les buy buttons, les marketplaces, les Facebook et autres. Et tous les jours, on a des personnes partout dans le monde qui contribuent, qui apportent La pierre à l'édifice. Exactement, la pierre à l'édifice. Et ce qui fait qu'il y a une véritable passion autour de PrestaShop qui se ressent autant avec l'incroyable équipe qu'on a en interne qu'avec la communauté. Plus d'1 million de personnes, c'est quelque chose d'extrêmement fort à vivre. Donc PrestaShop, c'est une vraie réussite. Nous, on est utilisateurs de Magento aujourd'hui, parce qu'on connaît bien Magento, mais on apprécie aussi PrestaShop, des gens qui viennent nous voir régulièrement, et sur la chaîne, vous êtes beaucoup à avoir effectivement du PrestaShop. Et ce qui marche pour l'un marche pour l'autre. En fait, c'est une solution technologique. PrestaShop, comme du Drupal, ou du Magento, ou du WordPress avec WooCommerce. Et l'important, c'est ce que les internautes vont en faire. C'est ça qui est important. L'outil, c'est un outil, et après, c'est comment les gens vont l'utiliser. Qu'est-ce que PrestaShop propose dans les années à venir en termes de révolution? Vous avez quelque chose à nous Alors, dans les grandes actualités de PrestaShop, on a une offre SaaS, donc une offre hébergée de PrestaShop qui est disponible pour tous. C'était une cible qu'on n'avait pas forcément auparavant, c'est-à-dire les personnes qui veulent juste se lancer, ceux qui ont une boutique, ceux qui sont entrepreneurs, qui ont la bonne idée et qui veulent se lancer sans trop de risques. Donc là, on a une offre à moins de 20 €, ça s'appelle PrestaShop Ready. Et la grosse différence par rapport à nos concurrents, ça va être qu'une fois abonné, on peut, quand on le veut, récupérer l'intégralité de ces données pour migrer sur une autre solution. Ce qui fait qu'avec PrestaShop Ready, on peut se lancer sans aucun risque, à très faible coût. On personnalise son site, on a 10 thèmes disponibles, on a un blog inclus, le Social Connect dont on parlait qui est inclus, et les moyens de paiement et de livraison les plus populaires. Voilà, on crée sa boutique très facilement. Ensuite, si on veut aller plus loin, on peut soit passer sur une offre supérieure, l'offre pro, soit récupérer ses données et on peut personnaliser entièrement sa boutique sur la version téléchargeable du logiciel et se faire peut-être accompagner par une agence ou autre à ce moment-là. Une fois qu'on a testé et que sa boutique fonctionne. Par exemple, j'ai un magasin où je suis un artisan, je vends mes produits, je m'abonne, je crée ma boutique, ça marche, je suis content, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Je récupère mes données. Et je crée un site e-commerce encore plus complexe, cette fois personnalisé avec des besoins spécifiques. Mais j'ai pu récupérer ma donnée et m'en servir facilement. C'est exactement ça. C'est une bonne idée. Voilà. Merci Cécile d'être venue participer à l'émission. Merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir. Voilà, on se voit à Paris très bientôt. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur la chaîne, à faire un commentaire, ça nous fera plaisir d'y répondre. On adore partager ce contenu avec vous. On vous dit à très bientôt pour la prochaine émission et merci Cécile. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Au revoir.